Il est 19h50, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier journal de la semaine. À la une ce soir, la visite de Stéphane Séjourné, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères français en Côte d'Ivoire. Il a été reçu en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. 500 élèves formés pour devenir de meilleurs citoyens. On vous emmènera dans quelques instants à la découverte de cette initiative appelée le Parcours citoyen. Il y a quelques jours, la Côte d'Ivoire inaugurait sa première centrale photovoltaïque. Dans cette édition, nos équipes vous proposeront une immersion en sens inverse. À l'agenda du président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi, cette audience accordée à Stéphane Séjourné, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Les deux hommes ont échangé sur la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. La sécurité et la stabilité de la sous-région ouest africaine étaient également au menu des discussions. Pierre Dipomélin, Tanguy Conin. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, reçu au palais de la présidence par le chef de l'État ivoirien. Il a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années, avant de rappeler les excellentes relations et le partenariat exceptionnel, ainsi que la convergence de vues entre la Côte d'Ivoire et la France sur les sujets internationaux et régionaux, notamment la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région ouest africaine. Avec le président, nous avons fait le point sur l'ensemble des sujets, d'abord économiques. Je voudrais saluer les bons résultats de l'économie ivoirienne. Depuis maintenant plus d'une décennie, vous avez su, en tout cas de manière remarquable, organiser l'économie et être sur une dynamique de croissance importante. Nous participons avec les entreprises françaises en tant que premier bailleur à cette économie et je me félicite également d'un point de vue des infrastructures. On évoquait notamment le métro qui avance bien. Nous avons également évoqué les sujets régionaux, ainsi que le rôle que vous avez dans la stabilité de la CEDEAO ici au niveau régional. Je vous en remercie et nous continuerons en tout cas à œuvrer avec vous dans la région pour cette stabilité avec ces nouveaux partenariats. Le président Alassane Ouattara a, au cours de cet entretien, parlé de la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire et son désir de renforcer les relations déjà excellentes entre les deux pays. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, l'économie se porte bien, le pays est en paix et nous avons bien sûr quelques soucis à nos frontières, surtout nord, mais nous travaillons là-dessus et je suis confiant que les excellentes relations que nous avons avec la République française continueront davantage de se renforcer. Les échanges commerciaux entre la France et la Côte d'Ivoire progressent. Le pays demeure le deuxième client de la France, derrière l'Afrique du Sud, et son quatrième fournisseur derrière le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne. La magistrature ivoirienne est en deuil depuis ce lundi 8 avril 2024. Les hommes de loi du pays pleurent le président du Conseil supérieur du corps, le magistrat hors hiérarchie Mamadou Koné, décédé ce lundi. La Côte d'Ivoire perd l'un de ses éminents serviteurs qui aura été président du Conseil constitutionnel de 2015 à 2023, avant de prendre la tête du Conseil supérieur de la magistrature du pays l'an dernier. Et puis le PPACI, le Parti des peuples africains, organisé le week-end dernier à Agboville, la deuxième édition de la fête de la Renaissance en présence de nombreux militants. Dans son discours, le président de ce parti, l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, a rassuré ses militants qu'ils demeurent leurs candidats. Les 5 et 6 avril dernier, Agboville a été durant 48 heures le quartier général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, présidé par Laurent Gbagbo, ex-président de la République. Devant des militants venus de toutes les contrées du pays, Laurent Gbagbo a précisé qu'il a accédé à leur demande de faire de lui le porte-étendard pour la future présidentielle de 2025. Les militants du PPACI ont présenté ma candidature depuis que je suis revenu. Depuis que je suis revenu, ils me tarabistent pour que je sois candidat. J'ai fini par dire oui. Pour l'heure, Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Un frein à cette candidature, d'où le plaidoyer des militants et cadres du Parti des peuples africains, afin qu'une décision politique soit trouvée, permettant de renfermer ce débat. Nous disons que le président Gbagbo a quitté
de toutes les charges. Nous le soutenons. La preuve, vous voyez cette foule immense. Cette édition 2024 de la fête de la Renaissance était dédiée aux femmes. La section 2 de la Y4 allant de l'échangeur d'Anyama à l'autoroute du Nord est en construction. Le ministre Amédée Kofi Kwaku, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, y a effectué une visite pour s'assurer du bon déroulement des travaux. Nadia Edja, Joseph Sécry. Sur cette route en terre rouge, des ouvriers des bâtiments et travaux publics à la tâche pour offrir un bitume de qualité. Nous sommes sur la section 2 de la voie Y4, d'un linéaire de 13 km allant de l'échangeur du stade des Bimpé à Anyama jusqu'à l'autoroute du Nord. Cette autoroute va être construite en 2 fois 2 voies avec un terre-plein central de 12 mètres. Afin de s'assurer de l'exécution de ce projet prévu pour être livré en juin 2025, Amédée Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien, s'est rendu sur le terrain. Nous voyons que le taux d'avancement il est correct. Et qu'à bonne date, on espère donc pouvoir finir ce tronçon allant donc du stade de Bimpé jusqu'à l'autoroute du Nord. Mais cette section se termine 1 km après l'autoroute du Nord en allant donc vers le village de Adonkwa. Et il y a une autre section qui va aller donc de cette zone-là jusqu'au carrefour Songon, c'est-à-dire communément appelé carrefour Jacqueline. Ces deux sections sont financées par la Banque mondiale. Donc, globalement, on peut dire que jusqu'à fin 2025, si tout se passe bien, les Ivoiriens pourront donc contourner tout Abidjan, allant de Cocody jusqu'au carrefour Songon, sans problème, par une autoroute parfaitement bien réalisée. Au vu des travaux et après maintes échanges, il s'est dit satisfait de l'état d'avancement de ce chantier, estimé à 34%. La fin des travaux de ce chantier est prévue pour juin 2025. Cette section de la voie Y4 est financée à plus de 32 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Dans sa vision d'être le hub énergétique de la sous-région à l'horizon 2030, le mix énergétique de la Côte d'Ivoire intègre désormais le solaire. Première centrale photovoltaïque du pays, Boundiali a été inaugurée il y a quelques jours. D'une puissance globale de 80 MW crête, elle fournira de l'électricité à quelques 430 000 Ivoiriens. Un reportage en immersion de nos envoyés spéciaux à Boundiali, Thiemé Dandje et Tanguy Conin. Sur une superficie de 78 hectares, s'étendent à perte de vue 68 208 panneaux d'énergie solaire. Bienvenue à la centrale photovoltaïque de Boundiali. La première de la Côte d'Ivoire, dont le mix énergétique intègre désormais le solaire. Entre les bandes, des agents s'affairent au nettoyage des panneaux. Descend sur les lieux pour l'inspection de la tâche, l'ingénieur exploitation à la centrale. Bon boulot, bon courage, chers messieurs. Ça se passe bien dans l'ensemble? Ah, c'est super. Sur un objectif de 10 tables photovoltaïques par jour, les agents sont bien avancés. Avant midi, 6 tables sont déjà bouclées. De près, l'expert passe tout au peigne fin. Pour que ces panneaux-là puissent capter le maximum de lumière, il va falloir que la face avant, en tout cas de ces panneaux-là, soit vraiment très propre. L'énergie captée par les 784 tables est acheminée au niveau des onduleurs. Au nombre de 168, soit 21 par bande reliées par des fils de transport d'énergie, ces onduleurs au pied de chaque table sur laquelle sont posés 97 panneaux photovoltaïques jouent un rôle stratégique. Les onduleurs vont permettre d'entrer une tension continue, mais à la sortie, on aura une tension alternative. C'est cette tension alternative-là qu'on utilise à la maison. De là, cap est mis sur le PTR, poste de transformation, où la tension de 800 volts alternatif acheminée au bâtiment de contrôle vont être élevée à 33 000 volts. Les PTR vont recevoir 21 onduleurs et le niveau de tension, c'est 800 volts alternatif. Et on va faire du transport d'électricité. Donc pour minimiser les pertes, il faut augmenter la tension pour vraiment minimiser les pertes par effet Joule. Donc c'est le rôle de ce transformateur-là. Sur les lieux, 6 conteneurs dotés de 24 batteries équipés d'un dispositif d'intelligence artificielle, lequel permet au système de réagir au quart de seconde pour disposer d'une courbe de puissance de l'énergie
qui sort de la centrale. Les batteries supportent un peu le réseau, donc supportent un peu la production des panneaux, de sorte que la production qui sort de la centrale est la plus belle possible. Voilà, pour éviter les pics et les creux de production. À moins de 50 mètres de là, le PDL, poste de livraison. Un dispositif technique qui permet de lire la quantité d'énergie arrivée et celle sortie, ce qui correspond à la production de la centrale par jour, qui part de 130 à 170 MWh. Au-dessus, la synoptique de la centrale avec différents éléments, dont le champ solaire et le système de stockage par batterie. À l'heure où on entend parler, la production qui sort de la centrale est 12,5 MW. Et ce sont les 12,5 MW là qu'on met à la disposition des consommateurs. D'une capacité de production de 37,5 MW crête à sa mise en service, la centrale photovoltaïque de Boundiali est appelée à être la première grande station d'énergie solaire de l'Afrique de l'Ouest. Avant, les populations impactées impliquées dans les travaux en cours dans ces manœuvres de Tombougou-Samogoso jubilent. Vraiment très content parce qu'on est bénéficié dedans. Tous les enfants de Tombougou et Samogoso, ils ont eu travailler là-bas. Et on a construit des maisons ici grâce à Solaire. On a payé les motos. Actuellement, je suis très content. Sur 42 hectares, la seconde phase des travaux s'inscrit dans la vision de l'exécutif ivoirien d'être le hub énergétique de la sous-région à l'horizon 2030 et parvenir à 45% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique avec la construction d'une dizaine d'autres centrales photovoltaïques dans d'autres localités du pays dont Touba, Mankono, Mbengue et Tengrela. La ministre Belmonde Dogo, pour sa première tournée de l'année dans le cadre des Dimanches de la Solidarité, s'est rendue à Cocody et à Marcory où elle a exprimé la solidarité du gouvernement à des enfants atteints de déficience intellectuelle et de retard dans le développement, ainsi qu'à leurs familles qui vivent dans le dénuement. Top départ des Dimanches de la Solidarité dans ce reportage de Pierre Dipomela. Les Dimanches de la Solidarité reprend ses droits. Première étape de la tournée, Cocody-Riviera 3. C'est ici que vit Jean-Camille, 13 ans. Le petit adolescent souffre d'une déficience intellectuelle et d'un retard dans le développement dû à une anomalie génétique du chromosome 21. Lui et sa sœur, qui souffrait elle aussi d'une arriération mentale, ont été visités par la ministre Belmonde dans le cadre des Dimanches de la Solidarité. La ministre a passé du temps avec les enfants, un moment d'empathie et d'amour qui les a conduits dans une galerie commerciale. Après Cocody, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et son équipe ont mis le cap sur Marcory à la rencontre du petit Cheikoud, 4 ans. Le loup, comme il est appelé par la famille, souffre d'une ostéose genèse imparfaite, appelée trivialement maladie des os de verre. Le petit garçon a ses os qui se brisent au moindre effort, d'où la surveillance quasi permanente des parents. La visite de la délégation gouvernementale a été un moment de soulagement pour la famille. On demande à ce que le loup soit pris en charge médicale, une prise en charge médicale et si possible une prise en charge scolaire parce que c'est pas un enfant commun, donc il faut un accompagnement pour qu'il soit protégé. Voilà. Dernière étape de la randonnée, la famille Ballot, toujours à Marcory, une famille nombreuse qui vit dans l'indigence et la promiscuité. La ministre leur a offert des vivres, des non-vivres et du numéraire, afin qu'elle aborde sereinement le ramadan. Nous sommes très contents. Je tenais à remercier beaucoup Madame la ministre Belmonde Dogo pour le geste qu'elle vient de faire à la famille Ballot. Nous la remercions beaucoup pour le respect. Moment d'émotion pour la ministre Belmonde, qui a exprimé l'engagement du gouvernement à être aux côtés des plus faibles. Nous avons eu des moments de joie avec Jean-Camille et sa sœur, qui nous ont conduits dans un supermarché où nous sommes amusés comme des enfants, comme j'aime à le dire. Ensuite, nous avons visité le petit Loulou qui souffre, on va dire, des maladies des os. Nous avons passé de très beaux moments avec Loulou, un enfant très intelligent, avec un esprit très vif. Ce que nous avons retenu de ces deux visites-là, c'est que les moments aiment l'enfant, elles auraient pu faire autrement. Mais elles ont cru en ces enfants, même s'ils sont différents, ça reste des enfants. Et c'est le message que nous voulons passer à toutes les mères. Peu importe
ce dont souffre l'enfant, ça reste un enfant et nous devons de lui porter tout l'amour. Le montant total des dons en numéraire, en plus des vivres au troisième ménage, sur l'ensemble des 3 visites, s'élève à 1 060 000 francs CFA. Prochaine étape, des dimanches de la solidarité, la ville d'Agboville. 500 élèves âgés de 14 à 17 ans ont pris part du 28 mars au 7 avril au parcours citoyen, une composante du service civique national des jeunes consacrés aux élèves des lycées et collèges. 2 sites, à savoir le CAFOP de Dabou et le lycée des jeunes filles de Boaké, ont accueilli les pensionnaires de ce parcours. Qu'est-ce qu'on leur apprend? Qu'en pensent les pensionnaires, leurs parents et les formateurs? On en sait plus dans ce reportage de Mardoché Kouassi et Joseph Zécré qui ont fait une immersion dans le centre du CAFOP supérieur de Dabou. Contrairement à ce que cela pourrait faire penser, nous ne sommes pas dans un camp militaire, mais plutôt au cœur du dispositif d'encadrement et de renforcement des comportements civiques et citoyens des jeunes, baptisé Parcours citoyen. C'est au CAFOP de Dabou que ce programme de 10 jours est exécuté. Réservé aux élèves dont l'âge est compris entre 14 et 17 ans, il vise à renforcer les comportements civiques et citoyens des jeunes élèves. Inès, en classe de seconde A, au lycée municipal d'Atécoubé 2, a choisi volontairement de prendre part à ce programme pour son édification personnelle. Puisqu'il y a des vacances, je suis à la maison, je ne fais rien. Pourquoi ne pas venir ici? Ça me fait du bien parce que j'ai remarqué depuis mon arrivée ici des changements radicaux dans ma vie. À quelques jours de la fin du parcours, Inès est totalement satisfaite d'avoir pris cette décision. J'ai bien fait de venir ici parce que ça m'a permis de changer certaines habitudes que j'avais adoptées. En sortant d'ici, je vais plus m'investir à faire ce que maman me dit, à ne pas bouder, à ne pas regarder les autres pour pouvoir travailler. Se réveiller à l'heure. Si on pouvait ouvrir cette formation à tous les jeunes, ce serait très bénéfique pour tous. Si Inès est venue à cette formation de plein gré, ce n'est pas le cas d'Abel en classe de 3e, dans un établissement de la commune d'Abobo. Ses parents ont dû user de ruses pour l'emmener dans ce centre afin de l'aider à se détourner de ses mauvaises voies. Une fois sur place, il a découvert une famille avec laquelle il tente de se remettre sur le droit chemin. Il y a 10 jours qu'elle fait ici. Il voit le changement un peu. Bon, d'habitude, quand mes amis me parlent, ma soeur me parle, si beaucoup énervé, crie à maintenant. Il m'énerve beaucoup. Il les parle mal. Mais arriver ici, échanger avec d'autres personnes, je commence à me calmer, parler doucement à eux. Tranquille, la joie, on s'amuse, on danse. Les engagements que je prends en partant ici, c'est que je dois rester sur la bonne voie, écouter mes parents, partir à l'école régulièrement, avoir mon diplôme. Psychologues, scouts, agents des forces armées et bien d'autres compétences ont été mobilisés pour encadrer ces jeunes élèves et leur inculquer les valeurs civiques et citoyennes. Tous essaient de s'impliquer durant le peu de temps qui leur est accordé pour atteindre les objectifs. Les enfants qui viennent sont vraiment turbulents et on essaie déjà, dès le premier jour, faire une prise en main pour pouvoir leur montrer le sens de cette activité que nous sommes en train de mener. Et déjà, après 3-4 jours, il y a nettement des améliorations qui sont en train de se faire parce que les enfants commencent à comprendre le but même de ce qu'ils sont venus faire ici. Le respect des institutions de la République, de la chose publique, la vie en communauté, l'estime de soi et l'engagement au service de la communauté sont entre autres valeurs qui sont enseignées aux pensionnaires lors de ce service civique. Des pensionnaires choisis selon des critères bien définis. Dans les différentes écoles, on prend souvent ceux qui ont des petites moyennes en conduite. Soit tu ne viens pas à l'école, soit tu as un mauvais comportement et tout ça. Donc ce sont ces différents élèves avec l'avis des différents parents. Il peut y avoir des gens qui peuvent avoir 16 ici, il n'y a pas de problème. Mais la majorité, c'est ceux qui ont des petites moyennes. Souvent, nous passons dans les différentes écoles où il y a eu le recrutement pour discuter avec les différents éducateurs. Avec les parents, si on discute tous les jours, on voit que le comportement a changé, c'est bon. Mais si l'enfant vraiment il ne change pas, jusqu'à ses 18 ans, il va faire la formation au campus citoyen qui est prévue pour 1 mois. Élèves, parents et formateurs, tous autant qu'ils sont, saluent cette initiative et souhaitent son extension dans le temps et sur tout le territoire.
C'est bon qu'on élargisse cette formation partout dans la ville de la Côte d'Ivoire. C'est mieux parce que ça va apporter de grandes choses dans la vie des jeunes, parce que c'est les jeunes de demain qui feront demain. Le programme même, le parcours citoyen, c'est la bienvenue. Parce que ça va aider beaucoup de nos petits frères qui sont vraiment dans la délinquance, de vraiment se recadrer, prendre leur vie en main. Maintenant, 10 jours, c'est insuffisant. Je crois à ce programme. Il sait qu'avec ce programme, on peut redresser beaucoup de nos enfants. Ça va permettre à la Côte d'Ivoire de demain d'être bien redressée et on aura un beau pays. Le parcours citoyen est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, en collaboration avec celui de l'Éducation nationale. Il est mis en œuvre par l'Office du Service civique national. Et puis, comme vous pouvez le voir sur ces images, le COSIM et le CODIS et tous les guides religieux musulmans sont réunis à la grande mosquée de la rivière à Golfe. Le croissant lunaire marquant la fin du ramadan n'a pas encore été observé sur toute l'étendue du territoire national à cette heure. Les imams se prononceront à 22h30 pour indiquer le jour de la fête du ramadan. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur NCI.